Un voyage de noces, que l'on appelle plus communément lune de miel, reste sans doute l'un des moments les plus marquants dans la vie d'un jeune couple. Il peut graver des souvenirs inoubliables d'une aventure extraordinaire ou offrir une évasion bienvenue loin de la routine quotidienne, peut-être sur une côte azur bordée de palmiers. Mais que se passe-t-il si cette lune de miel vire au cauchemar parce que vous avez commis un crime grave, ou qu'on vous en accuse à tort? Le voyage restera-t-il encore léger et insouciant? Je ne crois pas. Il sera assurément inoubliable, mais pas pour les bonnes raisons. Isabella Rodriguez, qui deviendra plus tard Isabella Hellman, née en 1975 en Colombie, pays où l'espagnol est la seule langue parlée. Depuis toujours, Isabella rêve du rêve américain. Elle achète des livres en anglais, écoute des chansons à la radio, tout pour maîtriser la langue au plus vite et partir conquérir le continent du Nord. Si elle parvient à parler anglais, son accent chaleureux du Sud ne la quittera jamais. Cela ne l'empêche pas de s'installer en Floride, de devenir agente immobilière et d'aider les clients hispanophones à louer ou acheter une maison. En février 2002, la chance n'est pas vraiment de son côté, Isabella épouse William Hellman. Bien que leur mariage dure 10 ans, leur relation est faite de disputes incessantes et de violences domestiques. À bout de patience, ils décident de divorcer. La procédure traîne pendant 2 longues années. Pendant ce temps, Isabella rencontre un nouvel homme qu'elle pense être celui qui lui apportera enfin le bonheur véritable. Il s'appelle Lewis Bennett et vient de Grande-Bretagne. Enfant, sa famille émigre en Australie, ce qui lui offre la double nationalité et lui permet de revenir au Royaume-Uni pour étudier à la prestigieuse Camborne School of Mines. Pourtant, Lewis n'exercera jamais le métier pour lequel il a été formé. Bonne ou mauvaise fortune, on ne sait pas, mais quelques années après son diplôme britannique, il retourne en Australie et lance sa propre entreprise de fabrication de panneaux solaires. L'affaire prospère et, en seulement 4 ans, il s'implante sur le marché américain. Installé en Floride avec son siège principal, l'ambitieux Lewis se met en quête d'une épouse, sur Internet. De nos jours, rencontrer quelqu'un en ligne semble facile, parfois même plus simple qu'en vrai. Pourtant, Lewis galère longtemps. Il fait défiler les profils féminins sans vraiment s'y attarder. Celles qui lui écrivent en premier l'effraient ou ne l'attirent pas. Puis il tombe sur la photo d'Isabella, elle lui rappelle tellement Jennifer Lopez qu'il décide de lui écrire. Il faut dire qu'ils échangent beaucoup et longtemps. Isabella lui raconte son rêve de quitter la Colombie pour l'Amérique, ses années d'apprentissage de l'anglais, sa recherche d'emploi, et finit même par lui confier ses relations passées. Rien de tout cela ne dérange Lewis, d'autant que le divorce d'Isabella avec William est imminent. De son côté, Isabella semble épuisée par ses histoires précédentes et par cette procédure de divorce qui l'épuise moralement. C'est elle qui prend l'initiative de le rencontrer en vrai et qui voyage là où Lewis se trouve, Angleterre, Australie, voire Thaïlande. Pour impressionner sa nouvelle compagne, Lewis achète un catamaran et projette de naviguer dans les Caraïbes avec elle. C'était un rêve d'enfant, à force de déménager souvent, il avait du mal à se faire des amis et passait son temps libre à dévorer des romans d'aventure de Jules Verne ou Robert Louis Stevenson. Il avoue que L'île au trésor est son livre préféré, un titre qui, plus tard, prendra une résonance particulière. Isabella profite de chaque moment libre, vacances ou long week-end, pour voyager avec Lewis. Elle remarque aussi que, pendant ses séjours luxueux, Bennett semble presque oublier son travail. Bien sûr, on peut mettre ça sur le compte d'une entreprise très automatisée qui lui laisse une grande liberté. Mais Isabella s'inquiète. Un jour, elle tente d'aborder le sujet, Lewis esquive avec une plaisanterie ou affirme sérieusement avoir hérité d'une grosse fortune et n'avoir aucun souci d'argent. Rassurée par cette explication, Isabella laisse tomber. En juillet 2016, le couple connaît un grand bonheur, ils accueillent leur fille, leur premier enfant, qu'ils prénomment Amelia. Pour Lewis comme pour Isabella, c'est leur premier bébé. Mais très vite, les jeunes parents s'opposent. Les désaccords pèsent lourd sur Isabella, marquée par son passé difficile. Ils ne s'entendent ni sur l'éducation de leur fille, ni sur le pays où Amelia doit grandir. Lewis veut absolument qu'elle soit élevée en Australie auprès de ses parents, Isabella refuse de quitter l'Amérique. Finalement, Lewis cède et, en 2017, la famille s'installe en Floride. Malgré la présence d'une petite fille, il décide qu'il est temps de se marier officiellement. Isabella supplie son tout nouveau mari d'organiser une lune de miel, espérant que cette croisière ravive l'insouciance de leur début, quand ils sillonnaient les îles sur le catamaran. Lewis écoute sa femme, promet une lune de miel un peu plus tard, et tient parole. Fin avril 2017, après un séjour en Australie,
le couple part enfin en croisière romantique. Au début, à en juger par les publications sur les réseaux sociaux, tout est exactement comme Isabella l'avait rêvé. Sur chaque photo, ils sourient, s'enlacent, découvrent ensemble les îles des Caraïbes. Puis, après cette avalanche de clichés de lune de miel, c'est le silence complet pendant 2 semaines. Quand Isabella réapparaît enfin en ligne, elle explique à sa famille qu'ils sont à Cuba avec Lewis, qu'ils prévoient de rentrer en Floride mais n'ont pas encore décidé comment, et que le réseau est très mauvais, il risque d'être injoignable quelques jours. Puis, dans la nuit du 14 au 15 mai, les gardes-côtes reçoivent un appel de détresse de Lewis. Il dit être seul sur un radeau de survie en plein océan. Les secours se lancent immédiatement à sa recherche. On retrouve Lewis près des Bahamas, vraiment seul sur un petit canot gonflable rempli à ras-bord de provisions et d'affaires personnelles. Une fois à terre, il raconte son histoire. Le 14 mai, après une journée longue et fatigante, il a demandé à Isabella de prendre la barre pendant qu'il se reposait dans la cabine. Il est réveillé par un choc violent sous la coque, appelle sa femme, aucune réponse. En montant sur le pont, il constate qu'Isabella a disparu. Le choc a provoqué une voie d'eau, le catamaran coule. Lewis pense qu'elle a été éjectée par la violence du coup. Comme elle portait un gilet de sauvetage, il la croit en sécurité. Pour ne pas sombrer avec le bateau, surtout avec leur enfant à charge, il rassemble ses affaires et monte sur le radeau de secours. Quand les sauveteurs inspectent le canot de Lewis, ils sont surpris par ce qu'il a emporté, uniquement ses effets personnels, comme s'ils n'espéraient ni qu'Isabella soit vivante, ni qu'on la retrouve. Il y a même un service à thé. On découvre aussi, dans son sac à dos, des tubes en aluminium contenant des pièces d'argent cachées. Cette trouvaille passe au second plan, l'urgence, c'est de continuer à chercher Isabella. Les gardes-côtes mobilisent tous les moyens possibles, hélicoptères compris, mais en vain. Ils localisent bien le catamaran que Lewis dit avoir heurté des récifs sous-marins. Problème, il n'y a aucun récif ni rocher submergé à cet endroit, et le bateau n'a pas complètement coulé. Les autorités décident une inspection approfondie et envoient des plongeurs. Là encore, les constatations contredisent la version de Lewis. Pas de récif, donc pas de collision possible. Les trous dans la coque ont clairement été faits de l'intérieur, pas par un choc extérieur. Autre détail troublant, toutes les trappes de fuite du catamaran étaient grandes ouvertes, ce qui a accéléré le naufrage. Or Lewis prétend être sorti par le côté, comme prévu. Les trappes de fuite doivent rester fermées, on ne les ouvre qu'en tout dernier recours pour évacuer. Malgré son expérience de marin, Lewis n'a ni activé la balise de détresse, ni utilisé le téléphone satellite, outil qui aurait permis de les localiser très vite. De l'extérieur, tout ressemble à un naufrage volontairement provoqué et maquillé en accident. Mais alors, où est sa femme? Le 17 mai, les recherches se poursuivent, bien que 120 heures se soient écoulées depuis le naufrage. Or les chances de survie en pleine mer chutent drastiquement après environ 13 heures. L'espoir s'amenuise. Le 18 mai, les recherches sont officiellement abandonnées. Le corps d'Isabella ne sera jamais retrouvé. Pendant ce temps, Lewis rentre chez lui dès le 15 mai, apparemment peu affecté par la disparition de sa femme. Pour ajouter à l'étrangeté, il réserve un billet d'avion uniquement pour lui vers l'Australie le 19 mai. On dirait qu'il n'a jamais cru que les secours retrouveraient Isabella, morte ou vivante. Pourtant, il se bat pour obtenir rapidement un acte de décès afin de toucher l'assurance à laquelle il a droit en tant que proche. L'assurance refuse de payer. Rebuffé, Lewis se rend chez les parents d'Isabella pour récupérer la garde d'Amelia. Eux le tiennent pour responsable de la disparition de leur fille et refusent de lui confier l'enfant. Lewis ne parvient à récupérer Amelia qu'en faisant intervenir la police. Le 28 mai, il dépose sa fille chez ses parents au Royaume-Uni et retourne en Floride pour continuer à réclamer l'argent de l'assurance, auquel il a légalement droit. Aux yeux des autorités, le comportement de Lewis est plus que suspect. Elles sont quasiment convaincues qu'il est responsable de la disparition d'Isabella, mais manquent de preuves concrètes. Le catamaran, lieu probable du crime et source potentielle de preuves, repose désormais par très grande profondeur, irrécupérable. La perquisition du domicile conjugal et du téléphone personnel de Lewis apporte toutefois des éléments décisifs. Le fait que le couple ne se soit plus parlé depuis des semaines ou que Lewis disparaisse parfois longtemps n'est pas en soi une preuve. En revanche, ce qu'on découvre dans la maison est accablant, des enregistreurs contenant les témoignages d'Isabella sur les menaces répétées de son mari. On y entend Lewis la menacer de mort à plusieurs reprises. Isabella avait également confié à des amis sapeurs,
son envie de fuir cet époux dur et cruel, tout en espérant lui accorder une dernière chance. La cause profonde de leur dispute? Les dettes colossales de Lewis. Immobilier, factures d'électricité, cartes de crédit, tout s'accumule. Lewis se noie littéralement sous les dettes et sortir de ce gouffre financier semble impossible. Au lieu de s'attaquer au problème, il continue de naviguer sur son catamaran, reste sans emploi et dépense ses dernières économies dans des loisirs comme le thai-boxing. Évidemment, Isabella désapprouve. Lewis, lui, fait pression sur sa femme pour qu'elle abandonne l'éducation de leur fille, reprenne un travail et l'aide à rembourser ses dettes pendant qu'il s'occupe de choses plus importantes. L'enquête sur les finances de Lewis Bennett révèle qu'entre 2014 et 2016, il a effectué des virements internationaux pour environ 160 000 $. On apprend aussi que les pièces d'argent rares trouvées dans son sac par les sauveteurs ont une grande valeur. Plus tard, l'enquête établit que ces pièces ont été volées en 2016, un connaissance de Lewis, membre d'équipage du navire Kitty, les a dérobées pendant une escale et les a remises à Lewis pour les revendre. C'est ce trafic qui va finalement l'envoyer en prison. Lors de la perquisition, on retrouve chez lui une partie des pièces volées ainsi que les enregistrements. Pour trafic, Lewis écope de 7 mois de prison. Pendant qu'il purge cette peine, il est officiellement mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre de la disparition de sa femme. L'enquête, après avoir minutieusement analysé tous les éléments recueillis, conclut que pendant le voyage, Isabella a découvert les pièces de collection rares parmi les affaires de son mari, déclenchant une violente dispute. On ignore si Isabella a été tuée à bord ou si elle s'est noyée lors d'une altercation physique parfois très brutale. Peut-être Lewis l'a-t-il frappé trop fort, peut-être l'a-t-il jeté par-dessus bord sans lui porter secours et l'a-t-il regardé se noyer. Après le drame, Lewis semble réaliser que la mort de sa femme peut lui rapporter gros. En faisant passer l'incident pour un accident maritime, il pourrait toucher l'assurance sur le décès d'Isabella et sur le naufrage du catamaran. Mais du côté de l'accusation, ce scénario est rejeté comme pure spéculation de la famille endeuillée. Lewis ne sera jamais poursuivi pour meurtre avec préméditation. Faute de preuves suffisantes, le parquet lui propose un accord, s'il plaide coupable, il n'écopera que de 8 ans de prison. Lewis accepte. S'il était vraiment innocent, était-ce la bonne décision alors que la seule preuve tangible contre lui restait ses enregistrements où il menaçait sa femme? La famille d'Isabella est révoltée par le verdict. Mais elle sait aussi que sans cet accord, Lewis n'aurait purgé que la peine pour trafic et serait probablement déjà libre. En novembre 2018, Lewis Bennett est condamné à 8 ans de prison. Toutes les assurances et les biens d'Isabella qu'il espérait toucher reviennent à leur fille Amelia. De plus, le tribunal oblige Lewis à verser une compensation financière à Amelia pour le grave traumatisme psychologique qu'elle subira en grandissant. Si cette affaire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des affaires criminelles chaque soir. À la prochaine, restez prudents, restez vigilants. Hit.